Can you take a few moments to talk about our Lord and Savior Jesus Christ? Pourquoi le vendeur de Bible est-il tombé raide mort? C'est la base des bombes atomiques. Quelle erreur toute simple a tué le scientifique? De quelle façon cet avocat a-t-il atterri dans la rue? Comment ces trois hommes sont-ils morts au travail? Il y a plus de façons de mourir que ce que l'on peut imaginer. Certaines sont soudaines et choquantes. D'autres sont lentes et méthodiques. Mais toutes les morts, peu importe leur invraisemblance, peuvent être expliquées. Même les plus insolites. Le 8 juillet 2007, près de Miami, dans le sud de la Floride. Des fidèles de l'église adventiste du 7e jour travaillent dans le quartier de Dade. Mateo Ortiz Ayala est leur nouvel adepte. Il vient d'arriver de Puerto Rico. Afin de payer son éducation religieuse, Ayala est un vendeur itinérant d'articles religieux. Are we ready for today? Yes. As it is written in Luke 16:12, go ye into all the world and preach. That isn't Luke. No, it isn't. Are they right? Yes, that's Mark 16:15, my brother. La journée est parfaite. Du moins, c'est ce que pense Ayala. Seems too beautiful of a day to have a thunderstorm. Absolutely. Yes. Il ne remarque pas qu'une tempête se forme. Les orages font partie des phénomènes naturels les plus mystérieux. Nous n'avons que des théories sur leur développement. Mais le météorologue Chris Scott a sa propre hypothèse. Les éclairs sont des étincelles géantes. Selon la théorie la plus connue, c'est l'interaction entre des petits grêlons et des flocons de neige qui créerait une charge électrique durant une tempête. Rappelez-vous quand vous étiez petit et que vous frottiez vos chaussettes sur la moquette. La friction entre vos chaussettes et la moquette créait une charge. Si vous touchiez quelque chose, vous vous libériez de cette charge. La même chose se produit avec la foudre. Mais la météo n'est pas une préoccupation pour Ayala, car il n'y a pas un seul nuage. Mais comme l'explique Chris Scott, les éclairs ne proviennent pas tous de ciels orageux. C'est surprenant, mais il y a des éclairs qui peuvent jaillir 40 km plus loin que la tempête. On appelle ça un coup de tonnerre dans le ciel serein. L'éclair envoie d'abord une décharge qu'on appelle le traceur par bond. Ce traceur progresse en bond de 50 mètres. Et il cherche le chemin où il y a le moins de résistance. Il veut prendre la route la plus facile. Il désire trouver la charge positive ou négative qui est son opposé. Les traceurs par bond voyagent vers le bas, mais les nuages peuvent servir de barrière. Cela force les traceurs par bond à se déplacer à l'horizontale avant de descendre à des milliers de kilomètres à l'heure. C'est ce qui crée un risque de foudroiement, même sous un ciel clément. Dear Lord, help us do your work today. Pendant que les vendeurs se préparent pour leur journée, Ayala entend un avertissement lointain. Marianne Cooper, une experte de renommée mondiale sur les éclairs, explique qu'il est temps de chercher un refuge. Ce que l'on dit aux enfants est aussi valable pour les adultes. Si vous entendez le tonnerre, courez à l'intérieur. C'est un concept très simple. Le tonnerre ne peut pas être entendu à plus de 16 km de distance. Donc, si vous l'entendez, vous savez que le danger est imminent. Can I help you? Ma'am, I'm here to help you. Can you take a few moments to talk about our Lord and Savior Jesus I'm Christ? just in the middle of getting dinner. Ma'am, this conversation could save your life. I don't think that it's a coincidence that I'm standing right here, right now. Cet homme a probablement été frappé par un coup de tonnerre dans un ciel serein.
L'éclair provenait sans doute du milieu d'une tempête, à l'horizontale. Puis, le traceur par bond a dû s'orienter vers le bas. Dans ce cas-ci, c'est fort probable qu'il ait été frappé sans avertissement. Quelles sont les conséquences physiques d'une telle attaque? La foudre s'attaque à l'ensemble du corps, donc c'est difficile de déterminer son point de départ et sa trajectoire. La charge électrique envahit tout le corps, mais la majorité de l'énergie gravite autour de la personne. La foudre peut transmettre une tension de 300 000 volts en quelques millisecondes. Mais le courant passe à l'extérieur du corps. Ce phénomène est appelé un contournement d'arc. Voilà pourquoi les victimes sont rarement brûlées, même si la foudre est 6 fois plus chaude que le soleil. La foudre attaque le système nerveux, ce n'est pas une brûlure. Il peut y avoir des brûlures, mais elles ont d'autres origines. Cela peut être du métal qui a chauffé ou de la sueur qui se transforme en vapeur et qui cause des brûlures. Ce que nous pouvons observer, c'est la dégradation du système nerveux. À long terme, les victimes présentent des problèmes cognitifs et des problèmes de mémoire. Ils peuvent aussi avoir des douleurs chroniques parce que les nerfs affectés envoient des signaux de douleur au cerveau. Pire encore, la foudre peut interrompre les signaux qui disent à votre cœur de battre, causant ainsi une crise cardiaque et vous tuant sur le champ. Ils sont parfois conduits à l'hôpital aux soins intensifs pour quelques jours. Mais la cause de la mort, c'est la crise cardiaque qu'ils ont eue lors de l'accident. Pendant 5 jours, à l'hôpital Jackson Memorial, on maintient Ayala en vie. Mais après avoir subi l'équivalent de 25 fois la tension d'une chaise électrique, ses blessures sont trop graves. Pour ses amis et ses collègues, la mort insolite de cet homme de 37 ans est aussi soudaine et inattendue que ce coup de tonnerre dans un ciel serein qui l'a foudroyé. Qu'est-ce qui a tué le scientifique? Horrible façon de mourir. Dans un instant. Los Alamos, Nouveau-Mexique, 21 août 1945. Depuis 5 ans, l'une des plus dangereuses opérations scientifiques se déroule sous le nom du projet Manhattan. On fabrique la bombe atomique. Le scientifique Harry K. Dalian travaille sur le projet. Plus tôt ce jour-là, Harry Dalian et ses collègues ont presque réussi une percée scientifique. Mais ils ont dû tout abandonner pour aller à une fête. Impatient, Harry revient seul au laboratoire. Daniela Monaldi est une experte en sciences nucléaires. Harry Dalian a décidé de retourner au laboratoire après les heures de travail pour tester sa nouvelle idée. Non seulement il n'a pas respecté la réglementation concernant les heures du laboratoire, mais en plus, il y est allé seul. C'est une autre entorse au règlement. En fait, c'est une violation du protocole. Mais Harry Dalian veut tirer parti de l'occasion et ne pas laisser la découverte à d'autres. Y a-t-il de gros égos en science? Oui, d'immenses égos. Pendant plus de 40 ans, le professeur Arnold S. Dion a fait des recherches sur la carrière de Harry Dalian et sur l'équipe du projet Manhattan. C'est la base des bombes atomiques, ce avec quoi ils travaillaient. Les chercheurs testaient la capacité des noyaux d'atomes à subir une fission. On utilise un métal radioactif connu sous le nom de plutonium. Il s'agit d'une substance si puissante qu'elle peut déclencher une réaction nucléaire en chaîne. Harry Dalian essaie de calculer quelle quantité de plutonium est nécessaire pour obtenir une telle réaction. Voici un bref aperçu de l'expérience. Le plutonium rejette naturellement des neutrons. Ces neutrons divisent des atomes. Si vous entourez le plutonium avec des briques de carbure de tungstène,
Les neutrons rebondissent sur les briques et retournent dans le plutonium. Les atomes sont alors divisés. Cela crée une réaction nucléaire en chaîne, le secret d'une bombe atomique. Harry Dalian continue d'ajouter des briques de métal jusqu'à ce qu'une réaction nucléaire soit imminente. Mais il doit s'arrêter juste un peu avant qu'elle ne se produise, ou les conséquences seront désastreuses. Il a continué d'élever son assemblage de briques et il a pris une brique entière. Lors de tests précédents, il a empilé 4 étages, mais cela n'a pas produit de réaction. Alors, repoussant les limites, il ajoute un autre étage pour générer ainsi une plus grande division d'atomes. Les moniteurs de rayonnement font retentir l'alarme annonçant qu'une réaction atomique va s'enclencher dans quelques secondes. Les moniteurs ont averti de ne pas ajouter cette brique, qu'il y avait un danger. Ça n'aurait pas dû se produire si tôt. Puis, c'est la catastrophe. Il échappe la brique. Une réaction nucléaire en chaîne s'amorce. Doctor? De façon instinctive, il pose la main sur l'assemblage mortel. Mais est-il trop tard? Il a échappé une brique. Elle est tombée sur le plutonium, ce qui a créé l'état de criticité. La criticité est le point où une réaction nucléaire en chaîne se déclenche. À ce moment, Harry Dalian a déjà reçu l'équivalent de 260 rayons X, 8 fois la dose létale. Il s'est tout de suite trouvé stupide d'avoir fait ça. Et il a regretté son geste. Doctor? Is everything all right? Selon le spécialiste en radiobiologie Doug Boreham, Harry Dalian ne va pas bien du tout. Durant ce temps, plusieurs atomes se sont divisés. Le niveau de radiation est devenu trop important pour son corps. Ses cellules ne pouvaient pas supporter cette énergie. Ignorant l'accident, John Hilton arrive afin de continuer ses propres recherches. Harry Dalian l'intercepte dans les marches. Elle comprend rapidement la gravité de la situation. Sa main a commencé à picoter. Ça s'est aggravé rapidement. Il était très inquiet. L'une de ses mains a reçu énormément de radiation. Ses cellules ont commencé à mourir, à se nécroser. Les membranes se dégradent, elles relâchent le contenu cellulaire, tout s'écroule. Et tout ce qui comprend le milieu intercellulaire se répand. Sa main n'est pas ce qu'il y a de plus préoccupant. La paroi de ses intestins est exposée à un empoisonnement dû à la radiation. Les cellules qui sont le plus affectées par la radiation sont celles qui se divisent le plus rapidement. Lorsque la radiation atteint les cellules du corps, leur ADN est détérioré. Les cellules ne peuvent plus se régénérer. Cela est extrêmement dangereux dans la paroi intestinale. Si les cellules ne peuvent plus se régénérer, elles ne peuvent plus protéger l'estomac contre des enzymes corrosifs. Tout le système intestinal s'effondre parce qu'il se remplit d'acide et de plusieurs sortes d'enzymes. C'est comme si vous étiez mangé de l'intérieur. Pendant 26 jours, le corps de Harry Dalian continue son autodestruction. Le 15 septembre 1945, il sombre dans le coma. Et à 16h30, il meurt. Horrible façon de mourir. Très douloureux et très difficile. Même si la mort de Harry Dalian est insolite, elle ne fait pas partie de l'histoire de la conception de la bombe atomique. Normalement, cela prend du temps pour passer du bureau à la rue. Comment cet avocat s'y est-il pris pour faire si vite? Après la pause. Toronto, en Ontario.
le 9 juillet 1993. Au 24e étage de cette tour se trouve un important cabinet d'avocats. C'est la fin d'une longue semaine. Des stagiaires en droit ont eu la chance de rencontrer les avocats les plus aguerris du cabinet. Le plus expérimenté de tous se nomme Peter Lay. Come on, you guys are excited about this, right? Peter, âgé de 39 ans, est un expert en valeurs mobilières et en législation minière. Congratulations. I feel like I've got the top 6 lawyers in the country standing in front of me. Il est également expert pour divertir et remonter le moral des troupes. I just need a little bit of room here. Give me a little bit of room and I'll show you. Son numéro est devenu une marque de commerce. What do you guys think? Pretty awesome, eh? Pourquoi Peter Lay n'a-t-il pas peur de se lancer contre les fenêtres de la Toronto Dominion? Lors de la construction de ces tours en 1967, les fenêtres à simple vitrage des tours sont problématiques compte tenu de la tension des vents. Avant les années 80, la plupart des fenêtres ont été remplacées par du verre trempé, un matériau souvent perçu comme incassable. De toute évidence, Peter Lay semble le croire aussi. Pretty cool, eh? This glass is impenetrable. Did I scare you? Le verre trempé est estimé comme étant 6 fois plus robuste que le verre traditionnel. Un fait bien connu du verrier John Wilcox. Le verre trempé est un verre plus résistant. En chauffant le verre et en le refroidissant rapidement, on crée de la compression à sa surface. On en fait ainsi un verre plus robuste. Lorsque le verre est chauffé jusqu'à son point de ramollissement et refroidi rapidement, les molécules restent emprisonnées dans la couche en compression. On arrive ainsi à une couche très résistante. You want to see it again? Sure, let's do it again. I'll do it again. Oh my God, I can't believe you guys think this isn't real. Même si la trempe thermique produit un verre plus résistant, elle ne le rend pas incassable. Hitesh Doshi est un ingénieur de structure. Tous les verres sont cassables. Les gens utilisent le terme verre incassable pour signifier quelque chose de plus fort, quelque chose qui peut résister aux éclatements, mais tout verre demeure cassable. Si le verre trempé est si résistant, pourquoi a-t-il éclaté? Il a dû se casser à cause d'une tension sur les côtés. Le verre trempé est vulnérable aux fissures sur les côtés. Il est fort probable que lors de l'impact, la fenêtre est entrée en contact avec le cadre de métal et cela a créé une faiblesse. Comme le verre trempé est compressé, une fois qu'une seule petite partie de la surface est cassée, tout le verre éclate. Vu cette vulnérabilité, le verre trempé est-il sécuritaire? Nos codes de bâtiment tiennent compte des facteurs de sécurité. Le verre est conçu pour que quelqu'un s'y appuie, mais pas pour qu'on se lance contre lui. Peter Lay a créé un impact pour lequel le verre n'était pas conçu. Le cabinet d'avocats ne s'en remettra jamais. Il ferme peu de temps après. Le cabinet employait 90 avocats. Mais seulement l'un d'entre eux a essayé de prouver la robustesse du verre, ce qui l'a conduit vers l'une des morts les plus insolites. Souvenez-vous que même lorsqu'il ne pleut pas, il n'y a pas de garantie que vous ne serez pas frappé par la foudre.
Même si le risque que vous soyez victime d'un accident nucléaire est faible, vous ne serez jamais assez prudent. Surtout, rappelez-vous qu'aucun verre n'est incassable. Le vendeur de Bible, le scientifique et l'avocat ne croyaient pas que ce jour ordinaire serait leur dernier. Ils ne croyaient pas non plus que leur mort serait l'une des plus insolites.